Boa tarde, meu nome é Andrei Cunha, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada e eu estou aqui hoje para apresentar a conferência de encerramento do nosso congresso de 2020. Eu gostaria, em nome da diretoria da Abralic, de saudar o professor Jean Bessières, nosso conferencista, e a professora Maria Luísa Berwanger, nossa mediadora desta conferência. Sejam muito bem-vindos e obrigado por terem aceito o convite para estarem aqui, ainda que de forma remota. Monsieur le professeur Jean Bessières, c'est avec une immense joie qu'on vous accueille au nom de la direction de l'Association brésilienne de littérature comparée pour la conférence de clôture de notre congrès. Le contexte si particulier de notre colloque de cette année, en ligne, ne fait qu'accroître notre joie de vous avoir parmi nous. Nous sommes très honorés de votre présence parmi nous. Je réponds deux mots en français, Maria Luisa me traduira un tout petit peu. Oui. Écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, même à distance. Merci beaucoup pour votre gentillesse et je suis vraiment très content de pouvoir vous aider de loin, même de loin. Merci beaucoup. O professor Bessières agradece ao convite e se sente bastante honrado, igualmente, de poder contribuir com a nossa Associação Brasileira de Literatura Comparada, Abralic, mesmo que de longe e de uma forma bastante diferente. Muito obrigado, professor. Esta conferência, então, encerra o Congresso 2020 da Abralic, que tem acontecido virtualmente. A programação pensada para o formato presencial foi quase toda mantida, distribuída ao longo de todo esse semestre, desde agosto. O primeiro congresso da Abralic foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em junho de 1988, sob a presidência da professora Tânia Franco Carvalhal, tendo como tema a intertextualidade e interdisciplinaridade. O congresso da Abralic de 2004, intitulado Travessias, foi também realizado em Porto Alegre, e a gestão ficou a cargo de Gilda Neves Bittencourt, como presidente, e Rita Terezinha Schmidt, vice-presidente, ambas professoras do curso de letras da URGS. Em 2020, a Abralic volta a estar sediada na URGS, agora pela terceira vez, tendo como tema Diálogos Transdisciplinares, que é um título que dialoga com o do primeiro congresso de 88. Ao completar 32 anos, a Abralic está enfrentando novos desafios. Inicialmente, o primeiro desafio a gente tinha como grande obstáculo as dificuldades políticas em que se encontra o nosso país e as políticas educacionais desprestigiadas e distorcidas, especialmente em relação às humanidades. A esse desafio, que já era suficientemente alarmante, veio se somar a questão da pandemia. A literatura comparada, ao longo de sua trajetória como estudo, como disciplina, buscou formas de compreender o planeta e as redes de conexões entre culturas e regiões. E, de repente, o planeta e suas redes de conexões soam um pedido de socorro e põe no primeiro plano incontornável as evidências do desequilíbrio em que o meio ambiente se encontra. Um desequilíbrio que ignora fronteiras e limites, os mesmos limites e fronteiras que a literatura comparada ao longo de sua trajetória tem buscado compreender e problematizar. Dessa mesma forma, para fazer frente a esses desafios, nós fomos obrigados a descobrir novas formas de estarmos juntos. As questões relacionadas à voz, ao corpo, à presença, ao logocentrismo, à materialidade e à virtualidade da palavra, à multimedialidade do poético, questões que a literatura comparada discute há décadas. De repente, a gente se viu frente a frente com todas essas questões, encenadas diante de nós, exigindo atenção e solução, uma solução que é sempre precária, sempre provisória e sempre negociada, mas não, por isso, menos urgente. Assim, o nosso tema, Diálogos Transdisciplinares, Literatura, Ciências Humanas, Cultura e Tecnologia, ganhou novos significados devido a circunstâncias imprevisíveis e de difícil controle, exigindo a criação de novos e delicados equilíbrios. O congresso, que normalmente acontece em 5 dias, transformou-se em um congresso de exatos 101 dias, pois a gente iniciou as atividades com a mesa Andanças pelo Mundo Clássico no dia 11 de agosto deste ano, e culminamos esse ciclo com a etapa de conferências que se encerra hoje, após a conferência do professor Jean Bessières, com uma apresentação musical do Leandro Maia, às 17 horas.
a qual estão todos convidados, claro. No total, foram 16 mesas redondas, quase todos os convidados para as mesas mantiveram seu compromisso conosco. Devemos enfatizar que o programa deste Congresso de 2020 já estava todo fechado quando a pandemia chegou ao Brasil. O mesmo vale para os simpósios temáticos. A maioria dos simpósios, que já estavam inscritos, confirmou a participação remota. Os simpósios ocorreram ao longo de 2 meses de intensos trabalhos. No canal do YouTube da Abralic estão disponíveis 191 vídeos, que correspondem a 191 sessões de simpósios, o que corresponde ao registro de mais de 400 horas de fecundo debate. Além dos simpósios, conferências e mesas, estão no canal da Abralic também 44 vídeos de pôsteres de estudantes de graduação de todo o Brasil, falando com entusiasmo sobre suas pesquisas, anunciando uma nova geração de comparatistas que vão levar adiante o nosso trabalho e os nossos debates. Nesse sentido, arrisco dizer que há, sim, motivos para esperança e otimismo. Eu vou encerrar minha fala com agradecimentos e depois vou passar a palavra para a professora Maria Luísa. A Abralic não sobreviveria sem seus associados. Então, eu quero agradecer em nome da diretoria a todas e todos que acreditaram no nosso compromisso com a Abralic. Estamos todos trabalhando pela literatura comparada no Brasil. Nós, os associados, mantemos a Abralic. Temos que ter isso em mente. Nós somos a Abralic. Eu gostaria de cumprimentar e agradecer aos intérpretes de Libras, que têm realizado um trabalho fundamental para ampliar a acessibilidade das nossas transmissões. Quero mencionar os colegas que estão trabalhando muito para que o Congresso esteja chegando ao encerramento, com tantos acertos e soluções. O nosso presidente, Gerson Neumann, a primeira secretária, Sinara Ferreira, o segundo secretário, Leonardo Antunes, o primeiro tesoureiro, Adalto Taufer, e a segunda tesoureira, Rejane Pivetta. Mas aqui, todos nós fazemos de tudo um pouco e a gente assumiu diversas funções, todos nós, mesmo com esses nomes de cargos. Para a fase atual das conferências, nós contamos com o apoio profissional de uma empresa de organização de eventos, a VIM. Mas todas as fases anteriores do Congresso, todas as mesas e simpósios temáticos, materiais de divulgação, atualizações do site, resposta a e-mails, organização e manutenção de um canal no YouTube, transmissões ao vivo dos simpósios, exposição de pôsteres virtuais dos alunos da graduação, tudo, basicamente, que garantiu a realização do Congresso, foi feito de forma quase artesanal por nossa equipe, que aprendeu a fazer enquanto fazia, pois nenhum de nós tinha experiência prévia em promoção de eventos virtuais com mais de 700 participantes. A gente teve a ajuda fundamental das auxiliares da associação, as doutorandas Mariana Daut, Ana Amorim e Fidelaine Silva, a quem eu aproveito para agradecer aqui em público. Os simpósios temáticos não teriam acontecido sem o auxílio dos 27 monitores, doutorandos, mestrandos e bolsistas de iniciação científica, que foram responsáveis, por assim dizer, pela existência mesma do local de debate, o que foi uma tarefa que exigiu muito trabalho e organização. Também os técnicos de informática do Instituto de Letras da URGS estiveram presentes na execução dessa etapa e aproveito para agradecer em nome da diretoria. Também gostaríamos de agradecer ao webmaster Nelson Costa e a todas as pessoas que colaboraram com o conteúdo para a página da Abralic. Agradecemos também aos colegas do Comitê Científico. Muito obrigado ao IN Eventos pela organização da etapa final do Congresso e um agradecimento muito especial ao Programa de Pós-Graduação em Letras pelo auxílio e apoio e pela parceria. Ao Instituto de Letras da URGS pelo apoio técnico, pela divulgação, e nosso obrigado também à FAPERGS, à CAPES, ao CNPq e ao CDEA, Centro de Estudos Europeus e Alemães. Eu vou agora apresentar a minha colega, a professora Maria Luísa Berwanger, que vai mediar a conferência de hoje. Maria Luísa Berwanger da Silva é professora do Programa de Pós-Graduação em Letras da URGS. Tem doutorado em Literatura Comparada na URGS e pós-doutorado na Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Ela é pesquisadora associada ao CREPAL, Literatura Portuguesa e Brésilienne, à Paris 3 Sorbonne Nouvelle, e à Chaire d'Altérité, Maison des Sciences de l'Homme à Paris, onde atua como tradutora das obras do filósofo François Julien. Maria Luísa Berwanger tem 2 livros publicados na França, Nouvelle Cartographie Poétique du Brésil e Poésie Brésilienne et Résonance Française. E no Brasil publicou Paisagens do Dom e da Troca,
Paisagens Reinventadas, Traços Franceses no Simbolismo do Sul do Brasil, e acaba de publicar um livro agora intitulado Paisagem, entre Literatura e Filosofia. Tem artigos em periódicos nacionais e internacionais sobre perspectivas teórico-práticas da literatura comparada. Então, eu passo imediatamente agora a palavra à professora Maria Luísa Bellenwanger. Boa tarde, professora, obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos, sou eu quem agradece ao convite prestigioso da Abralic, sobretudo em se tratando de apresentar Jean Bessières, ami de tellement d'une date si longue, amigo de tão longa data. Tenho a honra, então, de pontuar os seguintes dados da bibliografia do currículo de Jean Bessières. Jean Bessières é professor emérito de littérature générale et comparée da Sorbonne Nouvelle Paris III, é presidente honorário da Associação Internacional de Literature Comparée, é professor honoris causa da Universidade de Buenos Aires, é professor visitante da literatura comparada em universidades americanas, canadenses e chinesas, é diretor de coleções, notadamente a coleção Bibliothèque de Littérature Comparée, publicada pelas Editions Honoré Champion, é autor de um grande número de obras que versam sobre a literatura comparada e sobre literaturas estrangeiras, das quais citamos como amostragem mínima. Primeira obra, Une actualité et originalité de la littérature française contemporaine, uma obra de 2014. Le roman contemporain ou la problématique du monde, 2010. Qu'est-il arrivé aux écrivains français d'Alain Robbe-Grillet et à Jonathan Littell, 2006. Dire le littéraire, point de vue théorique, 1990. Énigmaticité de la littérature pour une anatomie de la fiction au XXe siècle, 1993. La littérature et sa rhétorique, la banalité dans la littérature du XXe siècle, 1999, e Quel statut pour la literature, 2001. Tem mais de 120 teses realizadas sob sua orientação, manteve um projeto de cotutela do Département de Littérature Comparée de la Sorbonne Nouvelle Paris III, com o nosso programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que conferiu dupla titularidade a muitos de nossos orientandos. Participou inúmeras vezes da Abralic desde 1992, tendo-nos sempre brindado com sua palavra compartilhada e antecipadora de novos caminhos e perspectivas para a literatura comparada hoje. O título de sua conferência de encerramento a este congresso Abralic, interpréter aujourd'hui les diverses extensions internationales de literature, interpretar hoje as diversas extensões internacionais das literaturas, legitimará, com certeza, mais uma vez, a eficácia do seu pensamento crítico para a literatura comparada brasileira e latino-americana. Monsieur Bessières, je vous passe la parole et je vous remercie d'avance pour votre présentation. Bien, merci, chère Maria Luisa, pour cette présentation. Bonjour à tous, à vous que je vois et à tous ceux que je ne vois pas, que je salue et que je remercie d'être prêts à m'écouter. Je vais donc lire mon texte en français et je pense que vous pourrez lire le texte en portugais en même temps. Voilà. Donc, le titre que vient de dire Maria Luisa à l'instant est donc « Interpréter aujourd'hui les diverses extensions internationales des littératures ». La circulation internationale des littératures est l'objet des études de littérature comparée. Cette circulation complexe est définissable selon de multiples points de vue. Nombre d'entre eux
proposées par la critique contemporaine sont larges, riches d'implications culturelles et idéologiques, et attachées à saisir cette circulation selon la dimension du monde. Leur projet, décrire la circulation internationale des littératures, sont contradictoires en eux-mêmes, quelles que soient leurs variantes. Citons parmi ces contradictions celle de la supposée universalité de la littérature et de la spécificité des littératures, celle d'une égalité de principe des littératures et de l'inégalité de leur situation géographique, culturelle, politique. La contradiction de l'idée d'un monde unique, ce monde qui serait le support de l'unité des littératures, sans qu'on puisse dire comment on va de ce monde unique à l'unité des littératures et à la littérature même. Monsieur, Oui, il y a un problème avec l'écran et oui. Je vous demande pardon. Est-ce que vous pourriez recommencer? On va essayer de passer les sous-titres. Les sous-titres ont arrêté la transmission. Mais je vais essayer de corriger le problème tout de suite. OK. Moi, vous continuez à me voir. Oui, on vous voit, on vous entend. Le problème, c'est le sous-titre. Je vais essayer de corriger le problème. Oui, vous n'avez pas de problème, j'attends et vous me faites signe quand je reprends. Merci. D'accord. Vous voyez les sous-titres maintenant? Je vois sur l'écran le titre de la conférence en portugais. Voilà. D'accord. Mais moi, ça ne me gêne pas. Vous pouvez me le défiler à moi, ça ne me gêne pas. Hein. Est-ce que vous pourriez recommencer dès le début? Je reprends. Ça suppose que quelqu'un suive votre texte, mon texte pour faire avancer la traduction. Les sous-titres. Oui, voilà. Merci. Donc, je reprends. Hein. Oui. La circulation internationale des littératures est l'objet des études de littérature comparée. Cette circulation complexe est définissable selon de multiples points de vue. Nombre d'entre eux, proposés par la critique contemporaine, sont larges, riches d'implications culturelles et idéologiques diverses, et attachés à saisir cette circulation selon la dimension du monde. Leur projet d'écrire la circulation internationale des littératures sont contradictoires en eux-mêmes, quelles que soient leurs variantes. Citons parmi ces contradictions celle de l'universalité supposée de la littérature et de la spécificité des littératures, celle d'une égalité de principe des littératures et de l'inégalité de leur situation géographique, culturelle, politique. Et citons encore donc la contradiction de l'idée d'un monde unique, ce monde qui serait le support de l'unité des littératures, tant qu'on puisse dire comment on va de l'unicité du monde à l'unité des littératures et à la littérature même. On ne va traiter ni les divers chemins des études de la circulation internationale des littératures pour eux-mêmes, ni leurs contradictions pour elles-mêmes. On va faire de ces contradictions les moyens de suggérer d'autres approches de la circulation internationale des œuvres et des littératures et d'autres visions des littératures, de la littérature, en particulier selon des termes contemporains.
grand 1, point 1, je commence mon texte. Parmi les points de vue qui s'attachent à la circulation internationale des œuvres littéraires, citons-en d'abord 3 qui sont ensemblistes. Celui de la world literature, à la fois archéologie de ces ordres d'études ensemblistes et riche d'un développement spécifique aujourd'hui. Celui des études des littératures selon la globalisation. Une globalisation contient à la fois pour une manière de réalité et pour imagination. Qui a jamais vu la globalisation selon l'ensemble qu'elle désigne? Et enfin, citons le point de vue d'une distribution des littératures suivant de grandes régions qui n'exclut pas une circulation des littératures au-delà de leur région d'origine, Afrique, Sud global, Asie, et qui fait de cette circulation le moyen de reconnaître le monde et la littérature qui va avec ce monde, selon des partages nets et antagoniques. Un constat s'impose ici. Saisir la circulation de la littérature selon le monde, vu comme un tout, parce qu'il se confond avec l'évidence de cette terre, qui elle-même porte l'évidence de tous les temps qui l'ont animée et de tous ceux qui l'habitent. Cela commande paradoxalement des approches relativistes de la littérature, des littératures, alors même qu'on maintient un usage constant du terme de littérature. Et pris dans ce jeu paradoxal de relativisation, l'Occident, celui-ci, dans toute son étendue, constitue bien une région. Celle-ci est cependant rarement considérée pour elle-même parce qu'elle est vue comme ce vaste queue qui a produit la plupart des modèles littéraires dominants, qu'il s'agisse des œuvres ou des perspectives critiques, théoriques et esthétiques. Ainsi, l'espace occidental n'est-il le plus souvent considéré que selon un jeu de limitation. Citons enfin les études littéraires qui affirment la vanité d'une vision ensembliste. Ces études retiennent à la fois l'unité de cette terre, les oppositions marquées entre les littératures, elles montrent l'inégalité des cultures, indissociable d'espaces centraux et d'espaces périphériques, d'espaces dominants et d'espaces dominés. Elle note l'évidence de nouvelles historicités depuis la découverte de l'Amérique. L'Occident a proposé une vision relativement homogène de l'histoire du monde, une histoire à sa mesure. D'une mesure aujourd'hui défaite, sans que les perspectives surplombantes proprement contemporaines, comme la globalisation, ne défassent la diversité des histoires locales, restreintes, autres, et des manières dont ces histoires sont pensées. Quelles que soient les approches critiques, et malgré les visions relativistes des littératures qu'elles portent, la notion de littérature reste utilisée. Un seul mot, littérature, vaut pour bien des types d'expressions écrites et de situations scripturaires. L'usage du mot de littérature, un usage qui appartient d'abord à l'Occident, a-t-on noté, traduit certainement au sein même des études les plus internationales des littératures, une défense ou une nostalgie des modèles occidentaux et un exercice idéaliste de nomination et de désignation de la multiplicité des expressions écrites. Il y aurait ainsi comme un espace abstrait de la littérature qui permettrait de considérer
l'innombrable et l'ubiquité des expressions écrites, sans que soit défaite la sorte d'a priori que porte alors l'usage du mot de littérature. Cette abstraction indissociable du mot de littérature impose un constat. Personne ne peut d'identifier, ne peut faire reconnaître, caractériser un super-objet qui serait ou que serait la littérature. Un tel super-objet inclurait toutes les littératures sans défaire la spécificité d'aucune. Aussi, l'usage du terme de littérature, si on décide de lui prêter une consistance, est-il soit un exercice de l'imagination, soit un exercice critique sans fin qui peut citer bien des œuvres et venir à l'idée d'une transcendance de la littérature. Hors d'un tel exercice, si le terme de littérature doit être utilisé, il convient de lui restituer une pertinence, celle-là qui permettrait de rendre compte de ces pratiques contrastées qui s'attachent aux circulations les plus larges des œuvres. Les contradictions des approches de la circulation internationale des littératures sont facilement caractérisables. Dans le cas de la tradition de la world literature, la contradiction porte sur l'alliance internationale d'histoire littéraire et de l'idée qu'il y a des œuvres dominantes qui font modèle et dessinent un héritage littéraire universel. Cette reconnaissance de modèle se confond avec celle des œuvres canoniques et de plus avec celle des œuvres qui ont le plus largement circulé ou qui ont été le plus largement reconnues. Il est inévitable de noter que l'hypothèse du modèle est elle-même changeante, que la reconnaissance de modèle est ultimement limitée, comme est alors limitée la reconnaissance de la plus grande circulation des œuvres, qui n'est pas nécessairement congruente avec celle de modèle. Le renouveau contemporain de la world literature n'est pas dissociable du modernisme occidental. Ce renouveau peut être lu comme une reformulation à travers le rappel de Goethe de la notion classique proposée, de la notion de classique proposée par T.S. Eliot. La notion de classique est porteuse du changement de ses propres objets et de ses modèles, sans que la tradition de la world literature précise d'une manière nette les critères d'identification des modèles, ni ceux qui permettent de caractériser leur continuité et leur connexion. La world literature porte une vision holiste des littératures, de la littérature. Cette vision est appuyée sur les œuvres qui font modèle et sur celles qui circulent le plus largement, sans que les types d'œuvres aient de très grande diffusion, par exemple, le roman policier, soient vraiment considérés. Dire la littérature globale, c'est-à-dire la littérature selon les mouvements culturels contemporains, attachés aux dynamiques de la globalisation, selon les reconnaissances littéraires qu'ils induisent, sont qu'on considère d'explicites jeux d'universalisation, bien que cette universalisation soit supposée dès lors qu'on place les œuvres sous le signe du global. Les œuvres sont vues selon la seule globalisation, c'est-à-dire selon les mouvements d'assemblement transnationaux qui sont alors induits dans les littératures. La référence à l'universel ne s'impose plus et ne prévaut aucun modèle, puisque dans la globalisation, dans les chaînes de transfert plus ou moins étendues que celle-ci provoque, toute altérité, dans ce cas littéraire, peut être citée.
Les mouvements plus ou moins amples des œuvres, des littératures sont évidents. Les frictions entre le local et le global sont notées par cette critique. La référence même à la globalisation dispense de définir exactement l'usage du terme de littérature et permet cependant de maintenir une vision holiste des littératures malgré l'hétérogénéité des œuvres. Dire la circulation des œuvres et des littératures selon les régions du monde, selon les inégalités économiques, culturelles des pays, des espaces, des diverses littératures, contredit toute vision holiste des littératures, mais laisse entière la question de l'usage du terme de littérature. Le terme suppose, en principe, une vision holiste. On vient ici à un paradoxe remarquable. On ne peut désigner aucune métalittérature de la même manière qu'on ne peut désigner aucune métaculture. On maintient cependant l'usage du terme de littérature. S'agissant des approches de la littérature selon des partages régionaux, la solution manifeste à ce paradoxe serait, à la manière dont on a parlé de décolonisation du savoir ou d'effacement du savoir dominant, ce serait de dire ce que pourrait être une décolonisation de la littérature et du savoir de la littérature ou leur effacement. Dans chacune de ces approches, qu'elle soit ensembliste, qu'elle ne le soit pas, la référence au monde est manifeste dans la notion de world literature, dans celle de globalisation. Celle-ci, cette notion, est indissociable de l'étendue et de l'unité de cette terre. Cette même référence est impliquée dans les perspectives régionales et dans les approches des littératures selon l'inégalité. Partage et inégalité supposent le lieu, l'espace commun qui permettent de les mesurer, ces inégalités. Dans tous les cas, est perdue l'idée d'un récit de la littérature, quelle que soit la manière dont on l'a dit, celle de Borges, celle qui se conclut des grands moments ou des grands mouvements littéraires. Par exemple, l'internationalisation du modernisme, l'internationalisation du boom de la littérature latino-américaine, par exemple, cet ensemble qui s'esquisse à partir de la construction d'encyclopédies de la littérature, par exemple la liste des prix Nobel de littérature, jusqu'à tout ce qui apparaît canonique selon telle ou telle mesure, les œuvres les plus commentées, les plus diffusées, les plus traduites, etc. Cette référence au monde, au-delà de ces usages qui autorisent le dessin d'un holisme, la désignation manifeste d'un continuum des relations littéraires et des totalisations et retotalisations de données littéraires ouvre largement les manières de concevoir les relations. Ces relations sont certainement planétaires. Elles relèvent, quels que soient leurs arrière-plans politiques, économiques, culturels, d'un vaste jeu performatif. Toute reprise d'une œuvre, d'une littérature, est d'abord ponctuelle, n'est pas manifestement systématique, quelles que soient les planifications commerciales de la circulation des œuvres, de leur traduction. Les œuvres de littérature ne constituent pas d'elles-mêmes un contexte commun. Ce contexte qu'implique l'usage du terme de littérature. Elles ont pour contexte ce monde même que chacun peut concevoir et dont personne n'a une vision complète. Et qui est en conséquence exactement adapté aux dualités
des approches de la circulation des œuvres, singulier et universel, local et global, face à face et continuité des littératures. Il est difficile de percevoir une certaine cohésion des littératures. Malgré la constance et l'étendue de son usage, le terme de littérature ne présuppose aucune limite, aucun dessin des limites de son objet. Il faut alors dire la variété des assemblages des littératures, et encore remarquer, dire les littératures selon la littérature n'est qu'imaginer la littérature. Noter l'ubiquité de la littérature n'est également qu'imaginer cette ubiquité et le monde qui en est l'espace. Toutes les littératures peuvent se penser et s'imaginer selon leur adéquation à cette imagination. Cette imagination, peut appeler un jeu spéculatif, particulièrement prévalent en Occident, et ce jeu a eu de grands praticiens, il suffit de citer Borges. Tout cela peut cependant être corrigé pour sortir de l'imagination et de la spéculation. Pourquoi la littérature ou comment répondre à la disparité des œuvres et des littératures dans le monde? Bien que la circulation des œuvres littéraires soit manifeste, bien que les commentaires des œuvres et de leur circulation soient abondants, on doit, à ce point, conclure à une manière d'inconsistance de la littérature, tant il est difficile, dans un contexte international, d'allier exactement circulation des œuvres et approche concrète de la littérature. Le mot est au singulier. Aussi nette que puisse être l'affirmation de la littérature en elle-même. Selon elle-même, la littérature et les œuvres ne peuvent être vues comme cela qui se transcenderaient. Aussi nette que puisse être l'affirmation des agents de la littérature, du pouvoir de l'écrivain, de celui du lecteur. La critique occidentale a largement dit chacun de ses pouvoirs. Ni l'écrivain, ni le lecteur ne peuvent être considérés comme ceux qui se transcendraient dans l'œuvre ou dans l'acte d'écrire ou dans celui de lire. La circulation des œuvres littéraires ne pose pas essentiellement la question des modalités de cette circulation, modalités largement décrites comme on l'a noté, et poser la question de ce qu'est cet objet, dit au singulier et cependant disparate, la littérature. On peut donner à cette question une forme radicale, comme l'a fait Néstor García Clanclini, un anthropologue argentin installé au Mexique. Donc, pourquoi la littérature plutôt que rien? Néstor García Clanclini ne sépare pas cette question du commerce du livre, largement international, et de l'importance de l'univers digital aujourd'hui, fort étendu. Cette question, ajoutons-nous, devient inévitable tant la disparité des littératures est manifeste, tant leurs assemblements le sont aussi. Répondre pleinement à la question de Néstor García Clanclini, posée en notre temps de globalisation, commande de considérer en quoi la large circulation d'œuvres diverses, dites littéraires, sans que la notion de littérature ait été universellement partagée, permet de préciser cette notion hors des limites linguistiques, culturelles et nationales. Les contradictions initialement notées des diverses approches
de la circulation de la littérature se reformule. Ces approches pensent à la fois qu'il y a de la littérature et que valent d'abord les relations entre les œuvres, quelles que soient les caractérisations de ces dernières. Remarquons en un premier temps que cette dualité était déjà celle de la caractérisation de la Welt littérature par Goethe, et que cette dualité peut être lue en des termes contemporains et en conséquence corrigée. Cette correction constitue une première réponse au paradoxe des approches contemporaines de la circulation des œuvres. Ajoutons qu'en un second temps, cette correction permet encore de caractériser la littérature lorsqu'elle est considérée dans un contexte de circulation extrême. Il en est ainsi du contexte contemporain et on peut répondre à la question de Nestor Garcia Conclini. Dans la perspective de la Weltliteratur, des œuvres étrangères les unes aux autres, identifiées selon des traditions d'écriture et de représentation différentes, sont dites comparables et faire ensemble, précisément sous le signe de la Weltliteratur. À la fois réunion d'œuvres distinctes et distantes par leurs origines, et désignation de la valeur littéraire qu'il faut reconnaître universelle, puisqu'elle a pour objet des œuvres d'origine diverses et étrangères. Remarquons cependant, la notion de Weltliteratur désigne moins des éléments de littérature universelle que des éléments de littérature universalisée, c'est-à-dire largement distribués hors de leurs espaces sources. Goethe identifie des œuvres en un moment et en un lieu précis qui permettent de dessiner un assemblement d'œuvres où se lie donc une universalité. Cela même accepté, il faut cependant supposer d'autres lieux et d'autres moments, ceux de l'origine et du parcours de ces éléments littéraires, autrement dit, d'autres points d'assemblement. L'universel littéraire de Goethe implique de fait ce qu'on nommerait aujourd'hui un literaturescape, c'est-à-dire une série de textes tenus pour littéraires et distribués en des points distants. La distance dessine paradoxalement la continuité. Cette actualisation des remarques de Goethe peut encore se préciser. Ces remarques ont pour condition que les mouvements des objets culturels se libéralisent, se développent, et qu'en conséquence, les rapports de ces objets s'accroissent. Sont ainsi rendus possibles, pour un plus grand nombre de personnes, des comparaisons littéraires et culturelles, donc des comparaisons de valeurs. La notation d'un universel que la critique, illustrée par exemple par la World Literature, a tenu pour indissociable de la Weltliteratur, ne se comprend que selon ces faits manifestes. D'une part, une plus grande circulation de plus nombreux rapports entre les œuvres, d'autre part, de plus nombreuses comparaisons rendues possibles par la même, et de plus amples variations des œuvres. Ces valorisations induites par ces comparaisons sont les moyens de suggérer un universel qu'il faut dire sans règle,
sans autre justification que les conclusions tirées des comparaisons. Une correction s'impose. Contre cette association plénière de la large circulation des œuvres et de l'universel, d'un universel sans règle, faut-il le répéter, il faut souligner. Les œuvres ne circulent, ne sont liées que par leur décontextualisation et leur recontextualisation. Celle-ci n'implique pas que ces œuvres soient placées sous des paradigmes absolument évidents, mais fondent leur autonomie, l'autonomie de ces œuvres. Dans cette circulation, les œuvres apparaissent d'abord comme des documents écrits, en principe inaltérables ou altérables seulement suivant la possibilité de leur transfert, les traductions, et identifiables selon leur textualité. C'est pourquoi la large circulation des œuvres croissante du XIXe siècle jusqu'à la globalisation contemporaine, loin d'inviter à reconnaître un universel de la littérature, fait constater cette large circulation amoindrit le caractère sélectif que suppose toute circulation et à deux conditions. Les cultures ont vu leur porosité croître, elles prennent en conséquence de moins en moins strictement les offres qu'elles reçoivent dans leur propre cadre d'interprétation. Déjà rendu manifeste par le jeu de la décontextualisation et de la recontextualisation, l'autonomie de ces œuvres est accentuée. La littérature, vue dans sa plus grande extension, ne se dit alors que selon les séries infinies des œuvres déplacées, et par là manifestement autonome, quelles que soient les circonstances des déplacements. Ces œuvres se trouvent apparentées par cette autonomie et par les rapports que dessinent les déplacements. Ces rapports d'œuvre à œuvre, des œuvres aux espaces de recontextualisation, sont de deux types. Il y a d'une part les connexions qui reposent sur le contenu des œuvres, indissociables de leur forme spécifique. L'illustration remarquable est ici la circulation des poésies symbolistes, Rimbaud, et des poésies objectivistes à désignation de contexte pauvre. On cite le poète chinois Bai Dao. Il y a d'autre part les liens de diffusion qui reposent sur les formes, genre littéraire, peu circonscrit ainsi du roman, ou les identifications larges des œuvres, souvent thématiques, littérature sentimentale, littérature de la peur, etc. Ces derniers liens peuvent être très étendus, comme le montre la diffusion de grands types d'œuvres que sont le récit de science-fiction et le récit policier. Les œuvres dans leur circulation relèvent donc de deux ordres de rapport. Ainsi, les œuvres du boom latino-américain ont-elles été perçues tantôt comme spécifiquement latino-américains, cela renvoie à la densité des connexions entre les œuvres latino-américaines, tantôt considérées comme manifestement internationalisées et placées sous le signe d'un renouveau du roman, ce qui renvoie à l'étendue de la circulation des œuvres, sans que les deux types de lecture soient exclusifs ou hiérarchisés. Dans tous les cas, il y a un point remarquable. Dans leur circulation, les œuvres n'ont plus de territoire propre. Elles sont toujours une extériorité au moment de leur recontextualisation, soit selon le jeu de la connexion, soit selon le jeu de la diffusion. Dans les mouvements de la globalisation, elles conservent leur identité, n'altèrent pas, ne changent pas
des discours des espaces qui les reçoivent, leur extériorité a cependant des effets. À la manière dont Arjuna Padurai a parlé à propos des phénomènes contemporains transculturels, d'ethnoscape, de mediascape, de technoscape, de financescape, d'idéoscapes, on peut dire qu'il y a des literaturescapes. Ainsi, dans leur circulation, les œuvres portent des jeux de médiation entre elles, à l'intérieur d'une culture, entre cultures, avec des effets sur les multiples espaces culturels, symboliques, souvent sans lien strict avec la littérature. Ces jeux de médiation ne sont pas homogènes, ils sont plus ou moins développés selon les connexions avec les cultures réceptrices ou soumis aux obstacles d'autres jeux de médiation, par exemple ceux des autres arts. C'est pourquoi même les littératures prises dans des contextes d'inégalité ou dans des perspectives antagoniques peuvent s'écrire à la fois selon cette inégalité, selon cette opposition et porter des perspectives larges de diffusion et de nombreuses connexions. Dans la globalisation, les contextes culturels contemporains sont poreux et même ouverts. La différence de telles œuvres, de telles littératures, leur séparation manifeste avec d'autres littératures, tout cela n'interdit aucune inscription partielle dans les diffusions les plus vastes. C'est cela que fait comprendre telle notion de Gayatri Spivak. Celle-ci, par le terme de télépoiesis, souligne la parenté distante des littératures, bien que les œuvres soient toutes des calculs limités. Cette notation de Gayatri Spivak ne se confond pas avec celle d'une intention littéraire générale ou avec celle d'une reconnaissance paradigmatique de la littérature, mais avec la reconnaissance d'un jeu de médiation qui fait de toute poiesis une poiesis selon la distance, une poiesis sans conséquence, capable de passer tout obstacle et tout état de minorité. La pensée qui préside à la littérature monde des littératures francophones est proche de la notation de Gayatri Spivak. Les écrivains francophones qualifient les littératures francophones de littérature monde. Ainsi, au-delà de la minorité de certaines de ces littératures et de leur moindre poids historique et commercial face à la littérature française et aux littératures nationales prépondérantes, littérature monde désigne non seulement l'étendue de ces littératures par leur situation géographique et par leur usage du français, mais aussi par le terme de monde. Cette notion désigne des mondes poreux et le pouvoir de pénétration et de circulation des œuvres. Le terme de littérature désigne à propos de ces littératures certainement disparates un jeu de médiation partagée. Toute création et médiation dans le monde, ainsi Achille Mbembe voit-il la littérature et la culture africaine contemporaine comme des actes de création qui peuvent reconstituer un continent, l'Afrique, autrement dit, d'être du monde en étant qu'elle-même dans une différence radicale. Qu'on dise les connexions ou la diffusion des œuvres, qu'on accepte ou qu'on refuse le poids de la globalisation, ces textes qu'on reconnaît littéraires
sans qu'on puisse identifier des traits littéraires certains qui soient constants et partagés, sont, qu'il s'agisse des connexions ou de la diffusion, dans des rapports de recouvrement et des signes, des médiations continues qui induisent des effets, j'ai déjà dit. Ces rapports de recouvrement partiel sont d'abord des rapports de faits, des œuvres de diverses cultures et langues, y compris la langue et la culture locale, sont réunis dans les collections des maisons d'édition, sur les rayons des librairies, dans les comptes rendus des pages littéraires des journaux. Ces rapports peuvent être calculés par les maisons d'édition, par les journaux, plans de publication, de comptes rendus. Par leur nombre, ils dessinent cependant des assemblements où aucun ordre systématique, ni aucune ligne strictement organisée de création, de poétique ni des Slaves, et où il se constitue cependant un lieu commun et des lectures communes de ces œuvres. Ces rapports peuvent avoir été, jusqu'à un certain degré, présentés par l'écrivain. Ainsi, des écrivains qui se calculent écrivains de la globalisation. De ce calcul inévitablement limité, ils tirent des figures de connexion et des identifications de formes de diffusion. Par exemple, les genres littéraires, et en font des moyens de création, autrement dit des poétiques. Citons Salman Rushdie et son récent Quichotte, David Mitchell et son Cloud Atlas, l'écrivain d'une culture mineure, d'une culture d'opposition de distance, s'est pris dans la possibilité de tels jeux, illustrés par bien des œuvres, et rendus manifestes par le contexte du commerce du livre. Un contexte inévitablement familier à l'écrivain, fût-il écrivain d'une littérature distante. Les assemblements des œuvres sont donc défaits par le commerce du livre, par le lecteur qui répète cet assemblement du commerce, et par l'écrivain qui sait qu'écrire suppose des assemblements qui ne se limitent pas au discours tenu pour littéraire. La tradition critique a le plus souvent identifié ces assemblements en termes d'histoire littéraire, éventuellement mondiale. Par ces ensemblements et les recouvrements partiels des œuvres qu'ils induisent, il faut cependant le comprendre. Hors de toute reconnaissance experte des cultures des œuvres, ces assemblements font des œuvres déplacées, des interprétants, au sens sémiotique du terme, dans les contextes de leur déplacement, connexion, ou dans les contextes qu'elles traversent, diffusion. Ce statut d'interprétant est limité dans la mesure où il exclut tout effet de totalisation. Celle-ci supposerait des homologies et des analogies strictes et continues entre l'œuvre déplacée et le contexte de réception et ses textes. Ces homologies et ces analogies strictes sont impossibles dans les contextes de la seule diffusion. Assemblement et recouvrement instituent des jeux de médiation enchaînés. Ils font la continuité transnationale des œuvres. On peut venir à ce point, à ce qu'on entend par le terme de littérature. La littérature se définit comme la réunion des discours qui, par la dualité de la décontextualisation et de la recontextualisation, apparaissent manifestement autonomes et constitutifs par les connexions et par la diffusion de médiation interne et de médiation inscrite dans les contextes de réception et de diffusion. Cela permet de caractériser une œuvre. Ce terme jusqu'ici a été utilisé dans cet essai sans être défini.
Donc, on peut caractériser une œuvre comme un ensemble textuel qui ne présente pas nécessairement de marque explicitement littéraire et qui, parce qu'il est pris dans les jeux qui viennent d'être décrits, apparaît comme littéraire. Celui qui se choisit aujourd'hui comme écrivain, c'est tout cela. C'est pourquoi tel écrivain américain, Kenneth Goldsmith, donne une œuvre qui n'est que la transcription d'une livraison du New York Times. C'est pourquoi dans la littérature argentine contemporaine, on parle de littérature post-autonome. L'œuvre peut se confondre avec les discours les plus communs, exemplaires discours de communication, qu'elle décontextualise et ouvre par là à la possibilité de la recontextualisation. Je trouve confirmer une forte indication d'un anthropologue américain, Mike Featherstone, suivant laquelle le global, considéré comme central, laisse possible un double jeu, celui du local dans le global, celui des liens que le global établit dans les divers lieux. Le paradoxe ici identifié dans les études littéraires de la world literature, de la globalisation, donc ce paradoxe trouve ici une solution. Il n'est pas nécessaire que la littérature soit supposée, imaginée dans son ensemble, qu'elle soit placée sous le signe d'une abstraction, afin d'en maintenir la certitude face à la diversité des textes, qu'elle apparaisse nommée, et que cette nomination reste incertaine face à cette diversité. La littérature se caractérise par la fonction de médiation qu'acquièrent ces discours. Ceux-ci peuvent certes relever d'identifications littéraires larges. Les genres littéraires, par exemple. Ces identifications sont des moyens de la diffusion. C'est pourquoi les genres littéraires, aussi certains qu'ils apparaissent, restent difficiles à circonscrire. Alors, ces discours peuvent être reçus encore dans un espace plus limité. Ils exposent le pouvoir de connexion de leur sémantisme. On est à ce point capable de répondre à la question de Nestor Garcia Conclini, pourquoi la littérature plutôt que rien? Venir à cette question radicale, dans le contexte contemporain, fait entendre une crainte. Il est possible que ce qu'on dit littérature et ses objets ne soient que des objets parmi d'autres, que comme énonciation, représentation, forme, la littérature n'est rien de nécessaire. Mais ce qu'on appelle littérature dans notre temps de globalisation enseigne. Tout peut faire partiellement contexte. Des discours peuvent être des illustrations choisies de cela même, des illustrations libres. Ces discours choisis font voir des ensembles discursifs des cultures comme extérieurs et soumettent à leur jeu de médiation, à leurs effets. Cela peut se faire en tout lieu, en toute langue. Cela fonde la continuité des textes dits littéraires. Imminence et littérature du monde. Ces séries de textes qui constituent la littérature parce qu'ils dessinent de multiples et infinis jeux de médiation, ne dessinent aucune structure symbolique qui leur serait attachée. Une telle structure pourrait être décrite dans le seul cadre des jeux de connexion au sein d'un contexte nettement circonscrit. Le transfert de grandes organisations thématiques, ainsi de ce qu'on nomme les mythes, ne correspond dans le domaine littéraire de fait qu'au transfert
de formes sémantiques relativement structurées ou stabilisées, au moins pour ce qui concerne un usage étendu. Elles trouvent leur pleine fonction dans la diffusion. Hors du dessin possible de ce type de forme sémantique, les textes déplacés, les séries qu'ils constituent, sont, au regard de leurs espaces de recontextualisation ou de passage, diffusion, dans un état d'imminence, suivant le terme de Nestor Garcia Canclini. Il faut comprendre, les séries de textes établissent des médiations. Elles ne cessent d'être segmentées, tel livre et tel livre, telle commercialisation et telle commercialisation, tel espace de recontextualisation et tel autre. Dualité des connexions et des diffusions dans un même espace et variété des échelles de mesure de ces séries et de ces médiations. En d'autres termes, les œuvres, les textes déplacés sont alors même qu'ils sont reçus dans des situations mutuelles d'asymétrie et dans le même type de situation au regard des œuvres propres de l'espace de recontextualisation. Notons que même un écrivain fortement établi est capable de construire une œuvre selon la dualité de la connexion et de la diffusion n'échappe pas à cette asymétrie. Ainsi de Salman Rushdie et de son Quichotte. Ces remarques valent aussi pour les œuvres canoniques, éventuellement tenues pour universellement canoniques lorsqu'elles sont déplacées. Dans tous les cas, cette asymétrie, cette imminence font des textes, des œuvres déplacées, des textes, des œuvres questionnants. Questionnant de ce avec quoi ils font connexion, de ce dans quoi ils sont recontextualisés. Ce pouvoir de questionnement ne cesse de réactiver le jeu de médiation interne et externe que portent les séries de textes, d'œuvres, que ces séries soient identifiées dans le renvoi à la globalisation, au rapport antagonique des littératures, aux inégalités des littératures économiques, culturelles. Un point est constant dans cette typologie de la circulation des textes, des œuvres, l'imminence et le questionnement amoindrissent toute propriété dominante d'une œuvre, d'une littérature. Cette propriété est déjà amoindrie par les mouvements réflexifs des œuvres, qui sont indissociables de leurs jeux internes de médiation. Il suffit encore de citer Salman Rushdie et son Quichotte. Cela est de fait une réalité des œuvres et de leur aptitude à être transférées. Cela est déjà lisible dans le Quichotte original. Fini, merci. Maria-Louisa, je ne vous entends pas. Maintenant, vous allez m'entendre. Voilà, c'est bien, merci. Merci. Voilà, merci. Vous m'entendez? Oui, oui, très okay, bien. Parfait. Je parle en português tout de suite. Ok. Professor Bessières, muito obrigado por mais esta conferência, em legitimar sua posição teórico-crítica, sempre pautada por um jogo entre dois aspectos, entre textual, transtextual, entre nacional, transnacional, e sempre questionando aspectos que estão neste meio, nesse nosso famoso espaço intervalar da literatura, e o senhor sempre acha caminhos novos que contemplam aos dois lados, sem excluir a um ou a outro. Não? Je vous dis que vous avez une position, o senhor tem uma posição bastante conciliatória, que não se deixa, qui ne se laisse pas entraîner par des modes du littéraire, mais vous essayez toujours de le remettre en question. Sempre está procurando
recolocá-los, questioná-los, para que deles saia algum elemento novo que possa caracterizar e configurar o momento. Some-se a isto, para os nossos comparatistas brasileiros, que não o conhecem, pour les comparatistes brésiliens les rares qui ne vous connaissent pas, la figure de l'intellectuel qui est complétée par la figure de l'homme. Não é? O professor Bessières consegue completar a figura do intelectual pela figura do homem, do humanista, que sait recevoir, que sait accueillir, que sabe receber, que sabe acolher et qui sait motiver le dédoublement et la continuité, que sabe incentivar o desdobramento dos pensamentos. Assim, é com grande prazer que efetuamos hoje a leitura de sua conferência e da qual eu me permitiria pontuar alguns aspectos. Interpretar hoje as diversas extensões internacionais das literaturas consiste, nessa conferência, em configurar esta prática interpretativa por Jean Bessières, que fixa como ponto de partida modos e formas como se vem efetuando as circulações internacionais das literaturas sob a égide da World Literature, da literatura global e das literaturas regionais, e constata, desta visão panorâmica, a eficácia de substituirmos uma visão holística de um mundo compacto e homogêneo por uma visão mais aberta e planetária, capaz de abarcar essas novas modalidades de conexões e circulações de obras, culturas e disciplinas que surpreendem pelo caráter inesperado de suas articulações. Para tanto, nesta conferência, Jean Bessières trata de agregar aos jogos de mediações internas e externas, jogos previsíveis e controláveis, se agregam os jogos de mediações internas e externas de caráter totalmente imprevisível e incontrolável. Logo, a proposta não é excludente, mas ela é multiplicadora e não deixa de refletir sobre uma ampla revisão do que compreendemos por literatura hoje. A literatura hoje, nessa conferência, foi configurada como um discurso entre outros, como um conjunto textual que pode não apresentar necessariamente traços demarcadamente literários. Todo essa questão, essa prática da circulação internacional dos textos, ela está montada, ela é dinamizada por dois eixos articuladores, os quais sejam a descontextualização e a recontextualização, através dos quais a circulação funda a própria autonomia pelas séries infinitas de relações desmarcadas e remarcadas por deslocamentos totalmente inusitados. O que é interessante nessa conferência é que ela é dupla. Votre conférence me paraît assez double. Double dans le bon sens. Double dans le bon sens. Parce que vous avez votre texte, votre réflexion, mais en même temps, vous faites un texte parallèle à travers la bibliographie tout à fait contemporaine avec laquelle vous nous contemplez. Ou seja, eu dizia que é um texto duplo, há uma conferência dupla. De um lado, a conferência que o professor Bessières vient de ler, que acaba de ler, e, ao mesmo tempo, a bibliografia com que nos brinda, com que nos contempla, de natureza totalmente diversa e transdisciplinar. Intelectuais de diversas pertenças aqui comparecem, a exemplo de Arjun Appadurai, de Gayatri Spivak e Néstor Garcia Canclini, como amostragens da vasta bibliografia que é apresentada,
legitimando a imagem da distância das obras como profícuo eixo articulador e que garante a circulação internacional de modo inimaginável. Conceitos como telepoiesis, literaturescape e toda aquela revisão da literatura em Pourquoi la littérature plutôt que rien, porque a literatura antes de mais nada, são conceitos que já vêm se desenhando na obra de Jean Bessières. E eu me permitiria evocar La Fable du Lieu, o amplo texto que, em se servindo de Sandrard, do poeta Sandrard, de sua permanência no Brasil, Jean Bessières faz uma larga e uma profunda reflexão sobre a poética do lugar, dizendo que tout lieu est lieu d'autres lieux. Todo lugar é lugar de outros lugares. E parece que é a isso que está nos remetendo a presente conferência. Toma como, congrega, converge na imagem, na imagem da iminência, que toma emprestado de Néstor Garcia Canclini, esse termo da iminência como concentração que é configurada pela assimetria das obras de uma forma não calculável, assimetria resultante dos processos de descontextualização e de recontextualização. Tais exercícios, questionando sem cessar literaturas e culturas com que estabelecem conexões, atenuam e diminuam toda propriedade dominante de uma obra. En un mot, em uma palavra, a quem e além da proposta d'un remplacement d'une vision holiste par une vision plus planétaire, à quem e além, en deçà et au-delà d'une proposition de remplacement d'une vision holiste, a quem e além da proposta de substituição de uma visão holística por uma visão mais ampla e planetária, esta conferência deixa-nos a evidência de um comparativo mais alargado e que impõe a revisão do que até hoje compreendemos por diálogos intertextuais e interdisciplinares, como o colega professor Andrei já mencionou, tema do primeiro Congresso Abralic, aqui realizado em 1988, sob presidência de Tânia Carvalhal, e até mesmo essa conferência de hoje impõe uma certa revisão do que compreendemos por diálogos transdisciplinares articulados na esteira da World Literature, da literatura global e das literaturas regionais. O professor Bessières ouvre considérablement le compas de la littérature comparée, abre consideravelmente o compasso da literatura comparada, com base numa ressimbolização do fato literário hoje. Há uma ressimbolização. Há a proposta, com essa substituição de uma visão holística para uma visão planetária, há esta reconfiguração e ressimbolização do fato literário hoje, configurado na conferência como fato que ultrapassa o próprio literário, o artístico, o cultural e o disciplinar, e aqui é que está a novidade, mas de modo incontrolável e inusitado, traços que não participam, geralmente, dos diálogos transdisciplinares, onde, geralmente, na maior parte das vezes, os traços são, a circulação é controlável e inusitada. Assim, a presente reflexão brinda à comunidade comparatista, nesta conferência de encerramento, Abralic, com pensamentos singulares. Eu me permitiria dizer poésie de la pensée, ou mot partagé, ou palavra compartilhada pela amizade. Amizade no sentido que a ela atribuíram Montaigne, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, em Politique de l'amitié,
como dádiva da generosidade do outro, que descobre em nós paisagens de nossa intimidade ou ainda a decifrar. Nós gostaríamos de lhe agradecer, de lui dire un grand merci en vous intitulant l'ami de l'Abralic, intitulando amigo da Abralic, daquele que participou desde o terceiro congresso de 1992, realizado em Niterói, e que desde lá tem nos acompanhado e nos tem concedido compartilhar de sua lucidez teórico-crítico. Un grand merci au nom de l'Association nationale, l'Association brésilienne de littérature comparée. Muito obrigado, professor Bessières. Chers collègues et chers spectateurs, auditeurs que je ne vois pas, donc c'est moi qui vous remercie pour votre patience, votre attention, votre gentillesse, et qui remercie Maria-Luisa pour sa présence, son travail, la traduction, et ces très gentils commentaires qu'elle vient de faire. Voilà, merci à tous, et vive les réalités que nous retrouverons peut-être l'année prochaine. Voilà, les réalités concrètes qui nous arracheront au virtuel, à ce que nous faisons maintenant. Voilà, merci à tous. Et bonne continuation. Voilà. Merci. O professor Bessières nos agradece e já remete, como é de sua natureza, de l'espoir, do réenchantement, já remete a uma feliz continuidade e, justamente, talvez em outubro do ano que vem, possamos, não é, André, realizar este congresso mais presencialmente. Eu agradeço a todos também a paciente escuta, não é? E digo e reitero meu prazer e meu reconhecimento de aqui estar. Muito obrigada. Merci, au revoir. Au revoir. Maria-Luisa, je coupe, hein, je coupe. Vous coupez? Ouais, je peux, non? Je ne sais pas. Vous me dites, vous me dites. Oui, je vous le dirai, parce que même moi, je ne sais pas s'il faut couper. Ah. André. André a des problèmes, nosso colega. Vamos aguardar um pouquinho. É que o colega manque de som. Então, vamos nos despedindo e agradecendo e convidando a todos para um momento cultural que vai se realizar daqui a pouco. Então, esperem todos pelo momento cultural. Muito obrigada em nome da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Hop, ok, je crois que André a disparu. Oui.